Officiellement, ces frappes visent le trafic de fentanyl. Sauf que, il y a un détail qu'on ne vous a pas dit, depuis le lancement de l'opération, l'armée américaine n'a jamais touché un seul bateau de fentanyl. Pas un. Zéro. Et pourtant, des dizaines de vaisseaux ont été pulvérisés, des centaines de personnes sont mortes, et l'administration continue de vendre ça comme une victoire dans la guerre contre la drogue. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un ancien avocat militaire, colonel de l'armée américaine pendant 25 ans, qui a conseillé le commandant en chef des forces en Irak sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, cet homme siège au Congrès. Il s'appelle Eugene Windman. Il représente le 7e district de Virginie et il vient de démonter point par point 2 des dossiers les plus sombres de l'administration Trump. Le premier, ce sont les frappes sur des bateaux dans les Caraïbes, rebaptisées Opération Southern Spear. Le second, c'est la guerre contre l'Iran, c'est 10 à 8 morts américains, et une facture que personne au Pentagone ne veut chiffrer honnêtement devant le Congrès. 2 dossiers séparés. Un seul dénominateur commun. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ce dénominateur commun devrait tous nous inquiéter. C'est pas juste une histoire de bateau coulé au large de Trinidad, c'est un problème de commandement. Windman ne parle pas en observateur extérieur. Il a porté l'uniforme 25 ans. Il sait ce que c'est qu'une chaîne de commandement qui fonctionne et il sait reconnaître celle qui a cessé de fonctionner. Alors accrochez-vous, parce qu'on va descendre dans les 2 dossiers, couche par couche. D'abord la surface, ce qu'on nous a montré publiquement. Ensuite le mécanisme, ce qui s'est vraiment passé dans les salles de décision. Et enfin la conséquence, ce que ça coûte réellement aux familles américaines en vie et en dollars. Le fait que les grands médias conservateurs n'en parlent presque pas, ce n'est plus vraiment un hasard. Commençons par la surface. Ce qu'on vous a vendu, c'est une guerre contre les narcoterroristes. Le vocabulaire est important ici, parce que le gouvernement a littéralement inventé une catégorie juridique pour ses cibles, narcoterroristes. Un mot qui n'existait pas vraiment dans ce cadre avant et qui sert un seul but, transformer des trafiquants présumés en cibles militaires, légitimes, sans procès, sans identification formelle, sans preuve présentée à qui que ce soit. Windman, en tant qu'ancien procureur militaire, pose la question la plus simple qui soit: est-ce que ça marche, au moins? Et la réponse qu'il donne est sans appel. 0 bateau transportant du fentanyl n'a été intercepté. Les frappes ont visé des vaisseaux soupçonnés de transporter de la cocaïne. Mais le flux de cocaïne, lui non plus, n'a pas ralenti. Vous voyez le problème? On a lancé une campagne militaire meurtrière au nom d'un objectif précis. Et sur cet objectif précis, le bilan est nul. Et voilà où ça devient intéressant. On a l'impression de regarder Sisyphe pousser son rocher. La même frappe encore et encore, en sachant déjà qu'elle ne changera rien au résultat final. Pendant que l'efficacité est proche de 0, le nombre de morts, lui, grimpe. Les décomptes indépendants parlent de plusieurs dizaines de frappes depuis le lancement de la campagne en septembre, avec un bilan qui a dépassé la centaine de morts avant de continuer à grimper au-delà de 200. Plus de 60 embarcations détruites sur des soupçons sans procès. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que des trafiquants tués en mer, c'est peu, être regrettable, mais c'est la guerre contre la drogue. Et la guerre contre la drogue a toujours été brutale. Sauf que non. Parce qu'il y a un détail que Windman a lui-même qualifié de plus grave que tout le reste. Le 2 septembre, une frappe touche un premier bateau. Des survivants se retrouvent accrochés à l'épave, dans l'eau. Une deuxième frappe arrive, elle les tue. On appelle ça, dans le jargon militaire, une double frappe, un double tape. Et Windman, qui a passé sa carrière à conseiller des commandants sur les lois de la guerre, le dit sans détour, c'est exactement le genre de conduite pour laquelle les États-Unis ont jugé et exécuté des commandants de sous-marins allemands après la Seconde Guerre mondiale. Achever des naufragés. On a fait ça à Nuremberg, et aujourd'hui, ça serait légitime parce que c'est nous qui appuyons sur le bouton. Le sénateur Tim Kaine de Virginie également a employé des mots tout aussi durs pour qualifier les victimes de ces doubles frappes. Ce sont selon lui des victimes de meurtre. C'est une accusation grave, portée par un élu, pas encore tranchée par un tribunal, mais elle vient s'ajouter à un faisceau de témoignages qui pointent tous dans la même direction. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans cette histoire de bateau, il était juste, soyons honnêtes, 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il existe et il n'est pas ridicule.
Les cartels utilisent réellement des routes maritimes pour faire transiter de la cocaïne vers les États-Unis et la région constitue une vraie zone de vulnérabilité sécuritaire. Ça, personne de sérieux ne le nie. Il y a un problème réel à régler, mais un problème réel ne justifie pas n'importe quelle méthode pour le régler. Et c'est précisément là que l'argument s'effondre. Les propres chiffres de l'opération montrent qu'elle ne règle rien. 0 vaisseau de fentanyl neutralisé. La cocaïne continue de circuler. Ce qu'on a en réalité, c'est pas une stratégie anti-drogue qui fonctionne au prix d'un usage brutal de la force. C'est un usage brutal de la force qui ne fonctionne pas, point. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que derrière ces frappes, il y a un nom qui revient sans arrêt dans la bouche de Vindman. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense. Vindman ne mâche pas ses mots. Il le décrit comme le secrétaire le moins compétent, le moins capable, le moins expérimenté que ce pays ait jamais eu à la tête du Pentagone. C'est un jugement, une opinion d'un élu qui le connaît de l'intérieur du Congrès, mais ce jugement s'appuie sur des faits vérifiables. Purge de généraux expérimentés, réduction du personnel civil, chargé justement de la supervision juridique de ce type d'opération, opacité budgétaire jugée record par plusieurs analystes en défense. On a confié l'arme la plus puissante du monde à un homme dont le principal talent jusqu'ici était de commenter la politique à la télévision. Il a fait faillite avec 3 casinos côte à côte. Non, attendez, ça c'était l'autre. Mais l'esprit y est. On demande à des gens sans expérience de gestion opérationnelle de superviser des opérations qui engagent la vie de soldats et de civils, et on s'étonne ensuite que ça tourne mal. Une opération censée arrêter la drogue, qui n'arrête pas la drogue, mais qui arrête des cœurs qui battaient encore dans l'eau, ce n'est plus une bavure, c'est une politique. Le vrai problème commence ici, parce que si ce genre de décision passe sans friction au sommet du Pentagone, la question qu'il faut se poser, c'est plus seulement ce qui s'est passé dans les Caraïbes. C'est ce qui se passe partout ailleurs où ce même secrétaire prend des décisions engageant des vies américaines. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Rembobinons de quelques mois, début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, une frappe iranienne vise un site logistique à Al-Shuaïba au Koweït. Parmi les victimes, un réserviste ayant des attaches dans le comté de Spotsylvania, en Virginie, dans la circonscription même de Vindman. Quand le corps rentre au pays, cérémonie protocolaire à la base de Dover. Vindman y est. Il rencontre la veuve, les 2 enfants, et il raconte un détail qui, honnêtement, m'a arrêté net en préparant cette vidéo. Il était littéralement 5 pas derrière le président, pendant que les cercueils défilaient, et il se souvient s'être demandé, sur le moment, combien d'autres il y aurait encore. La réponse, aujourd'hui, on la connaît, 18 morts américains, des centaines de blessés, un chiffre exact qu'on ne connaît toujours pas précisément parce que le département de la Défense, sous la direction de ce même Hegseth, refuse de publier des statistiques fiables sur ses propres pertes. C'est pas anodin ce qui se passe là. Une guerre qui a coûté 10 à 8 vies américaines confirmées et le Pentagone n'est même pas capable de dire au Congrès combien de soldats ont été blessés. Vous trouvez ça normal, vous ? Et la question que pose Vindman est celle que devrait se poser tout citoyen un minimum lucide. Est-ce qu'on est mieux loti aujourd'hui qu'avant que cette guerre commence ? Sa réponse, sans détour, non, pas du tout. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte, celle du prix payé. Officiellement, le coût de cette guerre tourne autour de 30 milliards de dollars. C'est le chiffre que le Pentagone a présenté. Vindman, lui, estime que la vraie facture avoisine le triple. Et il n'est pas seul à le penser. Plusieurs analyses indépendantes, reprises par des médias économiques sérieux, situent le coût réel quelque part entre 80 et 113 milliards de dollars. Une fois qu'on ajoute la logistique, le déploiement prolongé, l'entretien accéléré du matériel et les dépenses classifiées qu'on ne verra jamais dans un rapport public. Il faut savoir que ce genre d'écart entre chiffres officiels et coûts réels n'est pas nouveau dans l'histoire militaire américaine, mais l'ampleur ici, donne le vertige. Attardez-vous une seconde là, dessus. Le gouvernement annonce 30 milliards à la face du Congrès et du pays. Pendant ce temps, les estimations indépendantes disent que la réalité pourrait dépasser 100 milliards. Ça revient à dire qu'il vous montre la partie visible d'un iceberg en jurant qu'il n'y a rien en dessous. Sauf que ce genre de calcul finit toujours de la même façon dans l'histoire. Il suffit de demander au capitaine du Titanic ce qu'il pensait de son bateau insubmersible.
Et cette facture, elle ne reste pas confinée dans un rapport budgétaire lointain. Elle atterrit directement dans le portefeuille des gens. Le 7e district de Virginie, celui que représente Vindman, compte énormément d'exploitations agricoles. Les prix de l'essence grimpent. Le coût des engrais aussi, directement lié à l'instabilité provoquée dans la région. Résultat, des fermiers virginiens qui peinent déjà à boucler leur fin de mois voient leurs charges exploser pendant que Washington continue de débattre du chiffre exact d'une guerre sans plan de sortie. Parce que c'est ça le cœur du problème. Cette guerre a été engagée sans alliés construits en amont, sans dossier présenté clairement au peuple américain, sans objectif final défini et sans stratégie de sortie. On a bombardé en espérant que ça suffirait à faire plier l'Iran, en espérant que la population iranienne se soulèverait d'elle-même. L'espoir, c'est pas une méthode militaire. Et on se retrouve aujourd'hui coincé, sans solution claire, avec un secrétaire à la défense que Vindman désigne comme le premier problème à régler. Si un seul geste pouvait inverser la tendance dès aujourd'hui, dit-il, ce serait le renvoi immédiat de Pete Hegseth. Et il y a une dimension que peu de gens relient à tout ça. Pendant que des soldats mouraient et que des familles virginiennes enterraient leurs proches, le site personnel du président, Truth Social, vendait un accès payant, anticipé, à ses propres publications, jusqu'à $100 000 par mois, pour voir ses messages avant tout le monde, sur une plateforme dont les mouvements peuvent influencer les marchés financiers qu'il contribue lui-même à orienter en tant que président. Ça a d'ailleurs déclenché des poursuites judiciaires de médias d'investigation, dénonçant un possible délit d'initié institutionnalisé. Ce n'est pas une allégation en l'air, c'est une pratique commerciale documentée et publique. Pendant que Rome brûlait, l'empereur vendait des places au premier rang. Ils ont annoncé 30 milliards pour ne pas avouer devant le Congrès qu'ils en ont dépensé le triple, pour une guerre qui n'a rien réglé et qu'ils ne savent toujours pas comment arrêter. Si vous vous contentez des chaînes classiques, cette structure-là, vous ne la voyez presque jamais assemblée d'un seul bloc. Les bateaux d'un côté, l'Iran de l'autre, la corruption financière encore ailleurs. Chacun traité comme une brève isolée. Mais reprenons depuis le début. On a ouvert cette vidéo avec un chiffre qui semblait presque anecdotique. 0 bateau de fentanyl intercepté malgré des dizaines de frappes meurtrières. Vous êtes venu pour comprendre une opération militaire ratée dans les Caraïbes. Vous repartez avec la preuve que cette opération ratée n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus large, une administration qui affiche la force sans jamais livrer le résultat, que ce soit contre les cartels, contre l'Iran, ou contre la corruption à l'intérieur même de la Maison-Blanche. Parce que oui, il y a encore un troisième fil plus discret que Vindman documente depuis son arrivée au Congrès, le président et sa famille qui profitent personnellement de la fonction. Un jet offert par le Qatar, estimé à environ 400 millions de dollars, accepté comme cadeau personnel plutôt que refusé pour conflit d'intérêts. Des milliers de transactions boursières réalisées par des élus ayant accès à des informations que le grand public n'a pas. Un sergent-chef de l'armée arrêté cette année pour avoir parié sur des marchés prédictifs concernant une opération militaire au Venezuela, une trahison pure et simple envers ses propres frères et sœurs d'armes. Vindman propose une réponse concrète et elle a même un nom déposé au Congrès, le No Profiting from Public Service Act, qui interdit le trading d'actions individuelles pour les élus, l'exécutif et les juges, le Blast Act, qui interdit le lobbying pour les anciens membres du Congrès, et le Public Integrity in Financial Prediction Markets Act, qui interdit les paris sur marchés prédictifs pour quiconque exerce une autorité dans les domaines concernés. 3 textes, 3 angles d'attaque, un seul objectif, que plus personne au sommet ne puisse transformer une information d'État en portefeuille personnel. C'est pas de la maladresse répétée. C'est une manière de faire, installée et répétée assez souvent pour ne plus relever de l'accident. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement une opération militaire mal gérée dans les Caraïbes, ni même une guerre coûteuse et mal expliquée avec l'Iran. C'est que les 2 dossiers partagent la même racine. Une chaîne de commandement qui n'a de compte à rendre à personne et qui découvre à chaque nouvelle crise qu'elle peut agir sans jamais en payer le prix politique. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Vindman lui-même établit le lien avec la scène internationale plus large. Si Pékin regarde ce qui se passe avec l'Iran, avec les bateaux, avec l'absence totale de reddition de comptes, et en conclut que la force brute peut s'exercer sans conséquences durables, alors la vraie question n'est plus de savoir ce qui s'est passé dans les Caraïbes l'année dernière. C'est de savoir
ce qui se prépare ailleurs pendant qu'on regarde encore les cercueils défiler à dos vert. Pendant ce temps, ce sont les fermiers du 7e district, les familles des 10 à 8 soldats tombés et les proches des naufragés abattus dans l'eau qui paient la note pendant qu'on nous parle en haut lieu de victoire et de fermeté. Ce n'est pas un accident de gestion militaire. C'est un schéma répété assez souvent pour porter un nom, l'absence totale de conséquences pour ceux qui commandent et le prix payé en entier par ceux qui obéissent. Vous voulez savoir ce qui se passe la prochaine fois que ce Pentagone décide d'appuyer sur la gâchette sans plan et sans compte à rendre? Restez avec moi pour la suite, abonnez-vous à la chaîne et un like m'aide vraiment à faire connaître ce genre d'analyse à plus de monde.